bienvenue dans cette vidéo qui constitue la suite de la séquence 3 intitulée Architecture matérielle et logicielle des ordinateurs. Dans cette vidéo, je vais présenter le deuxième grain ou la deuxième section intitulée Architecture du microprocesseur. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement sur votre ordinateur ou votre smartphone. Comme vous le savez, ces dispositifs ont bouleversé notre existence. Mais savez-vous quel est le composant électronique central qui se cache derrière ces machines et qui permet leur fonctionnement? Dans cette vidéo, nous découvrirons l'architecture du microprocesseur ainsi que son fonctionnement. Nous avons vu dans une séquence précédente qu'en 1945 fut créé le premier ordinateur entièrement électronique du nom d'ENIAC, fonctionnant avec des tubes à vide. Le problème était que ces tubes n'étaient pas fiables. En 1955, les choses vont changer avec l'invention du transistor, le TRADIC pour Transistor Digital Computer, qui sera le premier ordinateur à transistor. En effet, ces derniers sont des composants électroniques à semi-conducteurs qui sont beaucoup plus petits, plus fiables et qui consomment moins d'énergie. Mais la grande révolution se produira au début des années 70 avec l'apparition du microprocesseur qui représente un circuit intégré, fruit de la miniaturisation des composants électroniques sur une plaque de silicium de quelques centimètres carrés. Ce composant électronique a bouleversé la production des ordinateurs en réduisant le coût énergétique, en diminuant le coût de fabrication et surtout en augmentant la vitesse du calcul. À l'origine, le circuit intégré a été créé en 1958 par Jack Kilby. Cet ingénieur en électronique avait pu câbler à la main plusieurs transistors permettant de réaliser des mémoires et des unités logiques et arithmétiques. En 1969, Marcian Hoff et Federico Fonguin ont inventé le premier microprocesseur que Intel commercialise 2 ans plus tard sous le nom d'Intel 4004. Il contenait 2300 transistors et pouvait réaliser 92 600 opérations par seconde à une fréquence de 740 kHz. Sa performance était comparable à l'ordinateur ENIAC qui occupait 67 mètres carrés pour un poids de 30 tonnes. Aujourd'hui, tous nos appareils électroniques disposent de tels circuits intégrés. Depuis les années 70, le nombre de transistors n'a cessé d'augmenter dans les microprocesseurs. La loi de Moore nous indique que le nombre de transistors doublerait tous les 2 ans. Par exemple, en 1970, le microprocesseur Intel 4004 comprenait 2300 transistors, alors que le plus récent microprocesseur d'Intel, le i9-11900K, comprend 17 milliards de transistors. En effet, nous avons tellement miniaturisé les transistors que leur finesse de gravure est passée en dessous des 10 nanomètres et qu'elle s'approche de nos jours de la taille des atomes. Ceci dit, comment alors fonctionne un microprocesseur? Il faut savoir que le microprocesseur ne comprend que le langage machine, qui est le langage binaire. En réalité, il s'agit de signaux électriques que capte le microprocesseur. Le 1 veut dire qu'il y a passage du courant et 0, non. Mais il n'est pas pratique de communiquer avec le microprocesseur en utilisant le langage binaire. Pour remédier à ce problème, les scientifiques ont traduit le langage binaire en créant la table ASCII. Par exemple, la lettre A se traduit par une suite de 0 et de 1. La même chose pour la lettre B. La phrase Hello World, et oui, ça fait beaucoup de zéros. Grâce à cette table, la communication était devenue plus simple. Quant à l'architecture du processeur, nous ne pouvons l'aborder que si l'on aborde en premier lieu l'architecture du transistor, car en effet, un microprocesseur est un agencement de transistors. Le transistor se compose de 3 broches, le drain, la source et la grille. Il se comporte comme un interrupteur électrique commandé par la grille. Il existe 2 types, le NMOS qui laisse le courant en sortie si la grille est alimentée et le PMOS qui effectue l'inverse du NMOS. La combinaison de ces transistors permet de former des portes logiques. Et c'est grâce à ces portes logiques qu'on peut effectuer des calculs. Par exemple, la porte E qui prend en sortie la valeur 1 si seulement les 2 entrées valent 1. Si l'une des 2 entrées vaut 0, alors la sortie vaudra 0. Quant à la porte OU, qui est légèrement différente de la porte E, elle prend la valeur 1 si l'une des entrées vaut 1. Il existe bien sûr d'autres portes. La combinaison de ces portes forme l'architecture du microprocesseur. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette section. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie dans laquelle on découvrira comment le microprocesseur exécute ses instructions. Merci et à bientôt.